Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un bel été. On est de retour avec les webinaires de French Morning. Comme vous le savez, tous les mardis, on a des rencontres avec nos experts. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. On est, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, le média pour les francophones aux États-Unis et on est aussi présent au Canada et en Angleterre. Le sujet du jour, un sujet qui est, on va dire, chaud, l'immobilier à Los Angeles. On va essayer de parler du marché, des tendances 2022-2023 avec un expert que certains connaissent peut-être déjà, puisqu'il est agent immobilier à Los Angeles, donc en Californie du Sud depuis plus de 35 ans. Il fait partie de Vista Sotheby's International Realty, donc le groupe Sotheby's qui est très connu aux États-Unis. Et il est bien sûr ravi de vous épauler et de vous aider à naviguer dans le processus d'achat ou de location à Los Angeles. Vous savez que, peut-être que vous ne savez pas, mais le processus est bien, bien différent qu'en France. Donc, on va voir ça tout de suite avec Marc. Vous êtes une cinquantaine à avoir pris votre place aujourd'hui. Vous connaissez le fonctionnement. On fait une petite présentation pour vraiment vous donner un maximum d'informations. Et après, comme d'habitude, que vous soyez sur Zoom ou sur Facebook, vous posez directement vos questions. Alors, sur Zoom, c'est juste là. Q&R si vous êtes sur un Zoom en français. Q&A si vous êtes sur un Zoom en anglais. Et puis, sur Facebook ou sur LinkedIn, je vois aussi vos commentaires, donc n'hésitez pas à les mettre. Et puis, je poserai vos questions à notre expert. Pour les plus téméraires, vous pouvez lever la main. Et donc, ça, c'est uniquement sur Zoom. Donc, si vous n'êtes pas sur Zoom, rejoignez-nous sur Zoom. Et vous en faites pas, votre caméra ne s'active pas. On aura juste votre audio. Je vous donne la parole et comme ça, on entend votre voix. Ça nous fait toujours plaisir d'entendre votre voix. Marc, maintenant, je vais te laisser la parole pour nous faire un petit point du marché de Los Angeles et puis je reviendrai pour le question-réponse. Merci. Eh bien, merci de ton introduction, Romain. Toujours très sympa de te voir, surtout en cravate. Tu es vraiment très français aujourd'hui. Eh bien, bonjour tout le monde. Et je vous reçois de mon bureau à Santa Monica. Derrière moi, c'est la baie de Santa Monica. Et sur mon oreille droite, vous voyez derrière le pire de Santa Monica, un endroit très iconique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de pas mal de choses. Dans l'ordre et dans le désordre, on va parler du marché, des quartiers, des financements, des agents. Qui nous sommes, parce que je crois qu'on a mis déjà un point dessus avec Romain, c'est complètement différent ici par rapport à la France. Je vais partager mon écran. Une petite seconde. Alors, share. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je fais le truc? Voilà. Play from start. Voilà. Voilà. Alors déjà, à Los Angeles, vous voyez une très belle photo de downtown. C'est ce que Skyline a déjà beaucoup changé, ce qu'on construit depuis plusieurs années de manière colossale. Mais vous voyez les montagnes derrière de San Bernardino et on est très gâtés. Parfois, pendant l'hiver, on se réveille, on a une vue extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être un agent à Los Angeles par rapport à la France? Bien, en France, moi, il y a très longtemps, j'étais agent immobilier commercial. J'ai pris ce boulot sur les petites annonces et quand j'ai appelé la personne, enfin le broker, le directeur d'agence, le lendemain, j'étais un agent. Voilà, aucune formation, rien du tout. On m'a donné des clés. Allez, va montrer les propriétés et débrouille-toi. Ici, c'est un peu différent. C'est une formation, ce sont des cours universitaires actuellement pour faire un test. Et tous les 4 ans, on doit refaire ces tests constamment. Donc, on est une industrie qui est assez surveillée, qui est gérée et tout ça. Et aussi, on est à un niveau dans notre profession où on doit gérer, on est plutôt des concierges, il faut vraiment nous regarder comme ça, parce qu'on doit gérer des tas de corps de métier. Alors, je vais vous parler de tout ça dans l'ordre des désordres, comme j'ai dit au début. Alors, mon bureau qui s'appelle Vista Sotheby's, on est des affiliés de Sotheby's International. Certains sont au courant de Sotheby's, le Auction House, c'est un peu différent. Ils ont juste une division immobilière qui n'a rien à voir avec la salle des ventes, mais qui a démarré par la salle des ventes. Mon bureau même, on a 9 bureaux. On est très fort sur ce qu'on appelle le South Bay, c'est au sud de l'aéroport. Et c'est toutes les communautés de Manhattan Beach, Redondo Beach, Hermosa Beach, et nous allons jusqu'à Long Beach. Et vous voyez, on est à peu près plus de 250 agents, 275. En 2000,
2021, on a fait 2,7 millions de chiffre d'affaires et on est dans l'ordre de faire la même chose cette année. Donc, vous voyez, on bosse. Les services, alors quels sont les services d'un agent? En l'occurrence, on s'occupe donc des achats, des ventes, des locations, on fait tout. C'est-à-dire qu'on fait les gros deals, les petits deals, on fait tout. Et aussi, dans mon cas, j'ai quelques spécificités. À part le résidentiel, je m'occupe de ce qu'on appelle les propriétaires venus. Ce sont des immeubles qui ont plusieurs appartements. On appelle ça en anglais des income property. On fait aussi du développement, des constructions, des flips, et on achète des propriétés qui sont un peu usées et on les refait pour les revendre pour nos clients. Et aussi, nous faisons de la gérance. Voilà, comme vous voyez, donc il y a une grande panoplie. Vous voyez plusieurs logos ici. Qu'est-ce que c'est un peu que le phénomène de l'agent immobilier? Alors, je regardais encore hier sur des sites internet français, d'ailleurs comme le mien, Sotheby's, et vous voyez des tas de produits, vous ne savez pas où c'est, il n'y a pas d'adresse, on a une idée du quartier, mais on ne sait rien. Alors qu'ici, tout est très visible. Ça s'appelle le MLS, en anglais, Multiple Listing System, ou Service. Et à travers ça, tous les agents mettent leurs informations dans le MLS et qu'on partage tous donc la même information. Et dans une transaction, il y a donc un agent qui représente l'acheteur et un agent qui représente le vendeur. Et tous les deux, d'ailleurs, se partagent une commission négociée toujours par le vendeur de la propriété. Ce n'est pas l'acheteur qui paye la commission, mais le vendeur. Et donc, on a tous les mêmes informations. Et ces informations du MLS sont ensuite sont cannibalisées, si vous voulez, par les sites syndicalisés de type Zillow, Trulia. Enfin, il y a des dizaines d'autres sites qui, eux, prennent les informations chez nous. Ils font juste du marketing. Sauf que Zillow est maintenant devenu aussi un broker. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette plateforme en France, mais c'est une plateforme qui est très visible parce qu'au début, ils ont investi énormément sur le visuel et ils présentaient les listings beaucoup mieux que même nous, professionnels. Depuis, on s'est rattrapé, les choses ont changé, mais en attendant, ils ont pris une énorme part du marché de visites. Et grosso modo, quand on met un listing, 50% des acheteurs vont aller sur Zillow pour trouver le produit. J'ai mis un petit logo Realtor, examen universitaire, je vous ai parlé de ça. Donc voilà, on ne rentre pas dans ce métier en se décidant la veille pour le lendemain. C'est un processus et ça prend à peu près 6 mois pour devenir un agent. Et ensuite de travailler pour une société. Moi, j'ai choisi Sotheby's, mais à l'époque, j'en ai vu beaucoup, Coldwell Banker, Keller Williams. Et avant de trouver chaussures à pointure. Escroc, qu'est-ce que c'est l'escroc? L'escroc, c'est l'équivalent du notaire. En France. C'est une société, c'est un peu bizarre pour les Français, escrocs, mais c'est eux qui vont gérer, qui vont être la plateforme de gérance d'une transaction, qui vont représenter l'acheteur et le vendeur de manière unilatérale. Et donc, c'est une plateforme indispensable pour les transactions. C'est eux d'ailleurs qui seront les récipients des versements de fonds, ce qu'on appelle les dépôts, pour confirmer une transaction, etc. etc. Très important ça, parce que je le dis à beaucoup de Français qui viennent ici. En France, je crois qu'il y a toujours cette mentalité qu'on peut faire si on décide d'acheter la propriété du voisin, de se donner une poignée de main, l'affaire est dans le sac. Ici, c'est vraiment impossible. C'est vraiment même carrément pas impossible, en plus très déconseillé. Les agents sont des personnes super indispensables et de vouloir faire une transaction sans nous, c'est vraiment aller se jeter du précipice. Ce sont des transactions très spécifiques. Les dossiers sont épais comme un bottin mondain. Et donc, il faut vraiment savoir ça, se rendre compte dès le départ. Donc, que vous achetiez ou que vous vendiez, nous sommes vraiment des personnes indispensables. N'y allez pas seul. Alors, je parle un peu des partenaires transactionnels. Voilà, les gens avec qui on bosse. Alors, on bosse avec les banques, ce qu'on appelle les prêteurs, les lenders, les mortgage companies. Donc, ce sont des gens que moi, j'en connais un paquet, que je recommande toujours à mes clients, mais vous pouvez toujours trouver les vôtres. Car une transaction ici, au début, si vous devez vous faire financer, ça commence avec ceux qui vont vous dire quel est le montant que vous pouvez emprunter. Si vous êtes français que vous bossez ici, vous avez donc déjà des revenus, et ceux qui vont vous donner l'indication exacte, voilà, vous pouvez vous permettre une propriété de temps. Une propriété s'achète en général, le type de ce qu'on appelle les prêts conventionnels, c'est 20% de déposit et 80% sont financés. Sur des propriétés parfois qui sont un peu moins chères, qui sont en dessous de 800 000 $, on a des prêts qu'on appelle de FHA, où là, vous pouvez emprunter à 3,5% seulement de déposit et le reste
86,5, c'est la banque qui vous prête les fonds. Il y a des tas de modalités, on peut en parler pendant très longtemps, parce que le lender lui-même, c'est vraiment une grande conversation. Enfin, grosso modo, des gens indispensables à utiliser. Sauf si, bien sûr, vous faites un achat en liquide, all cash. Donc, c'est beaucoup plus simple. Les notaires, est-ce qu'on en a parlé? Ensuite, dans les transactions, on a ce qu'on appelle les inspections techniques. On fait venir un monsieur, par exemple, on est sur un achat, on est intéressé d'une maison, nous faisons une offre, nous sommes acceptés. Bien tout de suite, on fait venir des gens qui inspectent la maison et qui nous disent si tout est bien ou pas bien, si on doit faire des inspections encore plus spécifiques de cheminée, de toit, de plomberie, d'électricité. Donc, la première inspection va nous dire si on doit faire venir d'autres gens. Et à la fin, on fait un peu une audition sur un peu les réparations, ce que ça peut coûter. Alors, un exemple, disons qu'on fait un achat sur une maison d'1 million de dollars et on découvre qu'il y a plus de 50 000 dollars, par exemple, de réparations à faire. Des choses peut-être que le vendeur était au courant, d'autres qui n'étaient pas au courant, qu'on découvre au passage, par exemple des termites dans la toirie, des choses comme ça. On peut refaire une deuxième négociation et demander un crédit à ce moment-là, ce qu'on appelle en anglais un request for repair. Request for repair. Voilà. Ensuite, pour les ventes, le stager, je parle des stagers, parce qu'ici, contrairement à la France, quand on vend un produit, on les présente très bien, on les répare, on les peint, on fait tout ce qu'on doit faire pour présenter impeccable. Et si la maison est vide, ou même si elle est très pauvrement meublée, on fait venir des sociétés qui, eux, amènent leurs propres meubles et pour présenter la maison de la manière la plus belle. Excusez-moi, en fait, tout de suite, un petit disclaimer. Je suis aux États-Unis depuis 41 ans et parfois j'oublie mon français et je vous fais une sorte de franglais. Alors, soyez tolérants, s'il vous plaît. Corps de métier de toutes sortes. Avocat, très important. Si vous venez de France, il faut savoir un peu quel est votre statut au niveau des achats, tout ça. Donc, moi, je vous mettrai toujours en contact avec des spécialistes de l'immigration, si vous voulez venir ici, des avocats internationaux pour les transactions internationales et ainsi qu'experts comptables. C'est très important d'acheter sur les meilleures conditions. Et c'est eux qui vous aideront à décider, à vous guider le mieux possible. Je vous ai parlé un peu plus tôt justement des sites syndicalisés. Voilà, j'ai fait un petit screenshot de Zillow, de Rent.com, tout ça. Donc, c'est très pratique de voir chez eux, parce que vous voyez tout de suite où est le produit, en quoi ça consiste. D'ailleurs, un petit détail, en France, quand vous achetez une maison, on va vous parler du nombre de pièces. Disons qu'il y a 5 pièces. On ne sait pas quelles sont ces pièces, mais il y en a 5. Ici, c'est seulement, on va vous indiquer le nombre de chambres et de salles de bain. Donc, s'il y a, disons, un salon ou 2 salons ou un bureau ou une salle de jeu, ces pièces ne seront pas indiquées dans le compte, elles seront indiquées dans la description. Donc, c'est important que vous lisiez toujours les descriptions de la propriété. Comme ça, vous verrez des pièces qu'en fin de compte, vous n'avez pas réalisé qu'elles ont. Encore une différence avec la France. Ça, c'est mon site. Je vous mettrai un petit lien plus tard, un QR code, comme ça, vous pourrez y aller. Alors, le marché résidentiel, j'ai fait un grand rond ici où on est, parce que Los Angeles, c'est quand même une ville énorme avec des tas de communes. Donc, moi, je m'amuse toujours à faire ce petit cercle et à regarder ce qui se passe dedans au niveau immobilier. J'ai fait une autre slide un peu différente, parce que géographiquement, là, vous voyez un petit peu, c'est important, vous voyez un peu les montagnes. Le haut, par exemple, là, vous voyez Beverly Hills, tout de suite, il y a les collines. Ça, c'est les collines, une grande partie de Hollywood. Et de l'autre côté, on appelle la vallée. Burbank jusqu'à Woodland Hills, Thousand Oaks. C'est une communauté qui fait toujours partie de Los Angeles, si vous voulez, même si ce sont des noms différents. Donc, Los Angeles, c'est vraiment une énorme conglomération. Ça va jusqu'à Palos Verdes, sur la droite, jusqu'à El Monte. Enfin, c'est vraiment une ville énorme. Alors, au mois d'août, j'ai regardé mes petits chiffres. J'ai regardé les chiffres de propriétés qui sont actives, qui sont à vendre aujourd'hui, qui sont sous contrat et qui sont vendus. Alors, actifs, j'en ai 3224. Il y a un an, il y en avait plus de 4388. Donc, déjà une différence. Le marché a changé. Depuis 2 mois, on va en parler. C'est très important ce qu'il change. Sous contrat, j'en ai seulement que 1350, alors que l'année dernière, j'avais plus de 4000. Et de vendus, 2002, au lieu de 4000. Encore une fois, donc des grandes différences de chiffres. Si vous voyez un peu l'équivalence il y a 2021 au mois d'août, on était grosso modo dans les 4000 en actifs, 4000 sous contrat, 4000 sous vendus. Alors que là, c'est 3000, 1300, 2002. Clairement, c'est visuel, le marché change. Et pourquoi il change? Le premier truc le plus important, c'est qu'il y a quand même une fatigue.
Et les taux d'intérêt ont commencé à changer au mois de juin aux États-Unis. On avait des taux d'intérêt qui étaient entre 2,5 et 3 %. Maintenant, on a 5 %. Les Fed vont encore nous faire un speech dans les jours qui viennent. Ils vont certainement augmenter encore. Et tout ça, c'est pour lutter contre l'inflation. Et là, c'est vraiment visuel. Ce petit schéma nous montre un peu les ventes. On regarde en 2019, c'est la ligne vert foncé. OK, vous voyez, qui monte, qui monte. Il y a toujours des petites baisses parce que ça fait un peu partie les vacances, les périodes de l'année où les choses se calment un petit peu. 2020, il y a un petit changement. Il y a un grand dip en avril et mai, parce que c'est le début du Covid. On ne sait pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, on ne pouvait même plus montrer de maison. Tout se faisait vraiment par téléphone, en visuel, en caméra. Je me rappelle avoir vendu ma première maison au début du Covid en faisant un Facebook Live. Et j'arrêtais pas de monter et de descendre à la maison en faisant du Facebook Live, et c'est comme ça qu'on l'a vendu. Les gens ne pouvaient pas venir la voir. Et puis ensuite, on est en purple. Comment on dit purple en français? Mauve. En mauve, là, tout en haut. Vous voyez encore donc une ligne très forte en 2021. Et tout à coup, 2022, la ligne verte claire, au mois de juin, elle tombe complètement. Donc, nous, l'industrie, on réalise qu'il y a un grand changement. D'un côté, c'est pas plus mal parce que c'était tellement chaotique. Pour vous donner une idée, j'ai vendu une maison c'était au mois de juin, je l'ai mis sur le marché. On reçoit une dizaine d'offres, une quinzaine d'offres. Et ça, c'est après avoir mis la maison sur le marché après 3-4 jours. Donc, c'est très, très rapide. On rentre en contrat très rapidement ici. Et ça fait évidemment des surenchères. Quand vous vendez, c'est vraiment super, mais quand vous achetez, c'est beaucoup moins super parce que c'est tellement compétitif que c'est très difficile de faire des offres, enfin de suivre le marché de l'offre qui peut être complètement absurde. Vous pouvez avoir des produits qui sont mettent à vendre à 1 million et qui vont finir par se vendre à 1,5 million, 1,4 million, 1,3 million, vont bien au-dessus du prix demandé du vendeur. Donc je trouve que maintenant, je crois que cette ligne va remonter un petit peu. Je crois que le scare, la frayeur qu'on a eue, là, des taux d'inflation qui montent, tout ça, les gens bralisés, qu'en fin de compte, c'est pas si mal. D'emprunter à 5%, c'est faisable. Quand je suis arrivé aux États-Unis, pour dire la vérité, les taux d'intérêt étaient à presque 18%. Mais il y avait du business. Donc, ça, c'était la génération des grands-parents, si vous voulez. Et il y a 15 ans, c'était à 8-9% pour descendre à des prix vraiment géniaux ces dernières années. Et je pense que donc, on va continuer. Voilà. Les prêts bancaires, ça, j'ai pris cette slide, c'était de Bank of America, qui est une grosse banque ici. Alors, il faut savoir que les banques sont toujours en compétition, ils n'ont jamais les mêmes programmes, ça change toutes les semaines. Donc, quand vous empruntez de l'argent, c'est très important de faire votre homework et d'appeler tous les lenders avec qui vous allez bosser. Sachant que si vous êtes déjà aux États-Unis, que vous avez déjà du crédit, on a ce qu'on appelle un score, c'est-à-dire que les banques vous donnent une sorte de... Romain, tu peux sauter dedans si tu veux, parce que parfois il y a des mots que je n'arrive pas à dire. Le credit score, je ne sais pas si ça existe en France. Ça n'existe pas en France. On le retrouve que dans les pays anglo-saxons. Et donc, c'est une sorte de note et on vous fait confiance essentiellement sur votre capacité à rembourser une dette plutôt que d'avoir tout simplement des liquidités disponibles. Donc, souvent, ça choque les Français quand ils arrivent aux États-Unis parce qu'ils disent, ouais, mais moi, j'ai 500 000, 1 million sur mes comptes ou 200 000, quoi que ce soit, quel que soit le montant, et la banque ne veut pas me prêter d'argent. Donc, il faut d'abord doucement montrer patte blanche, ouvrir une carte de crédit ou faire un petit prêt pour montrer que vous êtes capable de rembourser. Voilà. Il y a des gens qui prennent des crédits de 50 ou 100 dollars juste pour montrer qu'ils sont capables de les rembourser et avoir un credit score, tout simplement. Voilà. Et après, si vous avez vraiment aucun historique de crédit et que vous n'avez pas forcément envie d'en avoir un parce que vous n'habitez pas aux États-Unis, dans certains cas, vous pouvez travailler avec certaines banques qui acceptent les non-résidents. On a souvent Betty Benzakein de HSBC qui intervient sur nos webinaires, qui est un bon contact. Elle a financé pas mal de gens suite à ces webinaires. On a aussi d'autres contacts si jamais avec HSBC ça marche pas.
mais les banques américaines traditionnelles qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des étrangers vont demander un credit score. Voilà, donc merci de m'avoir aidé un petit peu avec ça, Romain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez compris, quand vous arrivez ici, vous n'avez aucun crédit, ce n'est pas seulement l'argent que vous avez à la banque, c'est très bien d'en avoir, mais c'est vos revenus. C'est toujours ce qu'ils regardent, vos revenus, et que ce soit périodique, ce ne soit pas des revenus une fois tous les 6 mois. Les banques aiment la stabilité. C'est vraiment le premier truc qu'ils regardent. Et donc, ce score de FICO, ce qu'on appelle le FICO, et donc par rapport à ce que vous empruntez, est-ce que vous remboursez. Donc, très important d'utiliser ces cartes de crédit, vous les remboursez tous les mois et de créer dès le départ, voilà, demander des crédits. Au début, on ne va pas vous donner grand-chose, mais partout où vous allez dans les magasins, ils vous offrent toujours des cartes de crédit en vous donnant même un discount. Donc, ça vaut le coup, dès le départ, d'emprunter. Voilà. Et ici, sur ce petit slide, il y a marqué que le meilleur score, c'est au-dessus de 780. Si vous êtes au-dessus de 780, vous allez toujours avoir accès au meilleur taux d'intérêt. Quand vous êtes au-dessus, ça change. Donc, soyez conscient de ça et gardez toujours un score élevé. Ça va jusqu'à 850, mais entre 780 et 850, c'est la même chose. Voilà. Et là, donc, la Bank of America, c'était... ça n'arrête pas de sauter, mon truc. Excusez-moi, j'ai mis ça sur un truc automatique. C'était il y a quelques semaines déjà, donc, pardon, je m'excuse. Vous pouvez vous prêter en conventionnel à 4,6 et je crois que depuis, ça a baissé. Voilà. Alors, tac. Maintenant, j'ai fait un petit diagramme des quartiers favoris des Français. Hollywood, ça a toujours été magique. Santa Monica, où j'habite, et le South Bay, où j'habitais. 3 quartiers super parce que, c'est iconique, Hollywood de Beverly Hills, et Santa Monica, le South Bay, aussi pour des raisons, d'abord, vous êtes pas de la mer, c'est super sympa, c'est des quartiers vraiment magnifiques, mais aussi, ce sont des très bonnes écoles. Et il ne faut pas oublier qu'on part toujours dans l'immobilier, ça c'est partout dans le monde, on vous dira toujours location, 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 c'est très important d'acheter dans les bons endroits. Alors la location, ça peut être une rue magnifique, mais ici aux États-Unis, c'est lié avec la qualité des écoles. Et plus les écoles sont demandées, plus la démographie autour de ces écoles va être top et le coût des maisons, donc du coup, va avec. Et même si vous n'avez pas d'enfants, ça vaut toujours le coup d'acheter dans ces quartiers parce qu'à la revente, vous allez toujours vous en sortir mieux. Donc, important de savoir ça. Et puis, bon, voilà, qu'est-ce que je parle? Le style de vie. Le style de vie près de la mer, c'est toujours très agréable. Santa Monica, c'est vraiment extraordinaire. L'appréciation au fil des ans, on va en parler dans 2 secondes. Là, j'ai un petit graphique, vous allez voir, ça ne fait que monter. Ce sont des systèmes scolaires indépendants, sachant que Los Angeles a le plus gros système scolaire aux États-Unis, avec un budget de plus de 2 milliards de dollars à gérer. Et c'est très simple, c'est tellement énorme qu'ils ont du mal justement à garder la mainmise sur tous les quartiers et des écoles performantes. Santa Monica, Manhattan Beach, on a notre propre administration, notre propre police, comme Beverly Hills, les pompiers, tout ça c'est géré par les villes. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'un quartier que j'adore, où j'ai habité pendant presque 10 ans, c'est Manhattan Beach, qui est donc au sud de l'aéroport. C'est un quartier vraiment magnifique qui vit sur la plage. Un petit pier magnifique que j'adore, là, le Manhattan Beach Pier. Hermosa en a un autre un peu plus à l'ouest, au sud, je veux dire. Et au niveau, justement, alors je vous parlais de l'importance démographique des communautés qui se tiennent les coudes, qui ont des bons school districts. On remonte à 2008. Le prix moyen d'une maison, à l'époque, c'était 1,6 million. Et là, c'est tout confondu, que ce soit un appartement, un condo, une maison, un townhouse. Tout ça, c'est confondu. 1,6 million, c'était le average price. La crise est arrivée en 2008 et pendant 2 ans, on a tous traîné la patte, c'est tombé de 20-30%. 2011, ça commence à remonter. On va maintenant jusqu'à 2020, 2,6 millions. Et au mois d'août 2022, le average price, 3,225 millions. Alors, si vous voyez un petit peu l'appréciation, même avec le marché qui s'est cassé la gueule, vraiment très fort, parce que c'était la première grande crise immobilière aux États-Unis. Il y a eu d'autres crises, mais jamais comme ça, où le marché s'est autant cassé les figures.
Donc, quand vous achetez à long terme aux États-Unis, l'histoire, c'est sur une période de 10 ans. Vous allez toujours faire l'appréciation. Toujours, toujours, toujours. OK? Ça, c'est inévitable. Crise ou pas crise, ce graphe vous le démontre. Bon, bien sûr, on est sur une communauté très spécifique avec toujours des très hauts prix, mais ce graphe, on peut le transporter dans toute communauté qui tienne le coup. J'ai un exemple d'une communauté dans la vallée. On parlait de la vallée tout à l'heure faisant partie de Los Angeles. Quand vous passez de l'autre côté de la vallée, avec le Getty Museum sur la gauche, vous arrivez sur Sherman Oaks d'un côté, Encino, et un peu plus loin à West Hill. J'ai vendu la maison d'un client il y a quelques années. Il l'avait acheté au début de la crise, donc à un prix très haut. C'est une belle maison, 7500 square foot de terrain, une piscine, 3 chambres, 2 salles de bain, une petite maison très sympathique, un ski ranch. Il l'avait acheté dans les $700 000. Ensuite, ça s'est cassé la figure. On l'a vendu 9 ans plus tard, après la crise, mais comme c'est un quartier qui n'est pas terrible, pas des bonnes écoles, tout ça, on l'a juste revendu au prix qu'il avait acheté. Il a récupéré son argent, mais si il avait été dans un meilleur quartier, son investissement aurait été doublé. Voilà. Donc, j'espère que vous prenez note là. Location, location, location. Et là encore, vous voyez un petit peu. Alors, ce graphe est intéressant parce qu'on montre le vert, c'est le prix à laquelle la maison a été mise à vente, et le bleu, c'est le prix, en fin de compte, où ça s'est vendu. Je vous parlais tout à l'heure de cette folie des acheteurs ces derniers temps, qui était en surenchère. Là, vous voyez, au mois de septembre 2021, j'aurais dû avoir un graphe un peu plus précis. Disons que la maison a été vendue pour 2,8 millions, ça aurait été vendu à 3,1 millions. Attendez, hop. Et ça, ce graphe se suit un petit peu, pas toujours, mais dans la plupart des cas. Et puis jusqu'au mois d'août où ça commence à tomber. Et là, on voit maintenant des ajustements de prix. Mais enfin, une moyenne quand même de 3 225 000. Je vais montrer une vue du pire, vue de la mer. Maintenant, vue de la terre, c'est vraiment un petit quartier. C'est un petit village de mer, Manhattan Beach. Donc, vraiment super sympathique. Toutes les rues sont piétonnes et vont vers la mer, donc de ce côté piéton. Et derrière les maisons, ce sont par là où on se gare, il y a les allées. Ça, c'est une maison assez iconique. Ça appartenait à une Française qui était mariée avec un des fondateurs de Yahoo. Voilà, yahoo.com, pour vous donner une petite idée. Mais j'adore cette maison. Là, c'est encore une baraque qui est ça, c'est en bord de mer même, des couchers de soleil fabuleux. Vraiment, c'est un style de vie incroyable. Ça, c'est une photo prise tôt le matin, parce qu'il n'y a pas grand monde. Parce qu'un peu plus tard, vous allez voir tout le monde à jouer au volleyball, à courir, à faire la bicyclette. C'est une ville vraiment très, très sportive. Maintenant, on a Santa Monica, donc très iconique, le fameux pier de Santa Monica. Les couchers de soleil, c'est du classique. Super, vous pouvez faire des belles balades en bicyclette. Là, ça, c'est un immeuble qui est extraordinaire parce que si vous voyez tout en haut, c'est le parking. C'est le parking, les voitures ont une vue magnifique. Ça, c'est construit sur les falaises au-dessus de ce qu'on appelle PCH, Pacific Coast Highway. Ça, c'est la rue qui nous amène jusqu'à Malibu. J'adore cet immeuble. Là, moi, je trouve qu'il a une allure des appartements, vous imaginez, avec des vues extraordinaires. Alors, je rigole encore parce que je parle des voitures qui ont des beaux parkings et des belles vues. Ça, c'est une maison en Beverly Hills. Vous verrez ça seulement qu'aux États-Unis, je trouve, à Los Angeles. Il y a des propriétés ici qui coûtent des fortunes. Ça, c'est une maison qui a été vendue pour 75 millions de dollars, pour vous donner une idée. Où suis-je? Là, je suis sur Santa Monica Canyon. Alors, c'est sympa. Il y a un endroit qui s'appelle les Santa Monica Stairs qui sont juste à côté. Les gens montent et descendent les stairs pour faire leurs exercices. Très iconique. Typique de Santa Monica, c'est ce qu'on appelle les Craftsman Homes, les Santa Monica Bungalows. Ça, c'est un style d'architecture à Santa Monica, c'est ça. Pour ceux qui sont des bofs d'architecture, ça, c'est la maison de Frank Gehry qui est au-dessus à Santa Monica, qui est juste au-dessus de Santa Monica Canyon, la vue que je vous ai juste montrée à l'instant. Là, je vous ai mis quelques photos parce que ça me fait plaisir, tout ça. Venise, alors ça, c'est les canaux de Venise. Il n'en reste que 5 petits canaux à Venise. Sachez que Venise, à l'époque, quand c'était développé, c'était deux amis très riches. Ils avaient fait fortune dans les chemins de fer et tous les deux, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un qui a dit, bon, moi, je vais construire le pire, je vais faire venir les gens.
Et toi, il faut que tu crées quelque chose aussi d'intérêt. Il a créé Venise. Il y a des canaux partout, c'était à Bottinet. Et toute la ville de Venise, on naviguait en bateau. Malheureusement, à sa mort, les héritiers n'ont pas eu beaucoup de vision et la ville encore moins. Et pour créer des revenus fonciers, ils ont commencé à remplir tous les canaux et il en reste juste quelques-uns, très iconiques. Et voilà. Ça, c'est aussi les Walk Street de Venise. Il y en a plusieurs. C'est une maison de 1927 que j'ai vendue l'année dernière, justement des Français. Encore Venise. Venise, à une époque, il y avait une obligation pour faire des développements commerciaux. Les gens étaient obligés de créer des sculptures. Et ça, c'est Frank Gehry. Et ça, c'est devenu un campus maintenant qui appartient à Google. Mais vous voyez donc des trucs assez amusants. Un peu plus sur la gauche, il y a un clone. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à Venise, ce clown énorme qui porte une barbe et un tutu au-dessus d'un magasin CVS. Voilà, le fameux boardwalk de Venise. Sachant que malheureusement, ces dernières années, on a un problème des sans-abri. Et tous ces endroits qui sont très sympas en photo aujourd'hui, ça c'est une photo un peu plus vieille. On a un gros problème aujourd'hui de sans-abri et qui est aujourd'hui, je veux dire la vérité, voilà, c'est le problème. Hein, c'est l'éléphant dans la pièce, il faut en parler, parce que Venise et Santa Monica sont affectés par ça. On travaille dessus, les communautés sont vachement conscientes, il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues pendant le Covid, et ça a doublé le problème, et donc petit à petit, ils commencent à regérer, à construire des endroits pour eux, enfin, vraiment s'occuper de cette population qui a besoin d'énormément d'aide. Mais c'est vraiment visible. Quand vous venez ici, vous allez voir beaucoup plus qu'en France. J'étais en France cet été, j'ai vu quelques clochards ici et là. Ici, c'est vraiment, c'est sous vos yeux. Voilà, j'arrive à la fin de mon speech là, et pour vous dire donc, l'immobilier à Los Angeles, c'est vraiment un marché en expansion constante. C'est un peu une valeur sûre. Les taux d'échange aujourd'hui, écoutez, il y a l'année dernière, vous aurez eu un peu plus de dollars pour votre euro. Aujourd'hui, c'est presque paritaire. Mais le dollar, c'est toujours une monnaie de référence, c'est toujours une valeur sûre. Dans les achats de maisons ici, il y a des cadres fiscaux extrêmement avantageux sur les déductions, sur les dépréciations, beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire en France. Et bon, j'avais parlé à mon dernier webinaire du Covid, il y a beaucoup d'opportunités au niveau de la mobilité et relocation, ça se passe encore. Il y a toujours d'ajustements, et ce qui permet justement de rentrer dans le marché de meilleure façon. Voilà, eh bien écoutez, c'est le moment où je dis merci à tous. Je ne vous ai pas beaucoup parlé de moi, mais enfin je vais en parler moi un petit peu. Je suis aux États-Unis depuis 41 ans. Et pour te corriger, Romain, je ne suis pas dans l'immobilier depuis ça, je suis seulement dans l'immobilier depuis 7 ans. J'étais dans la mode pendant très longtemps en tant que fabricant et j'ai dû changer d'industrie. Voilà, il y a à peu près 8 ans, j'ai décidé qu'il était temps de faire autre chose. Un de mes hobbies, c'est la chasse aux homards. Ici, c'est la saison commence au mois de septembre jusqu'au mois de mars. Et j'ai l'habitude, quand je fais des transactions avec mes clients, de toujours leur amener quelques langoustes pour célébrer. Voilà, donc je vous souhaite que vous serez bientôt mes clients et d'en profiter. Vous avez ici 2 QR codes, un qui va vous emmener sur le guide de l'acheteur. Et là, ça va vous dire beaucoup plus précisément tous les détails d'une transaction au niveau de l'acheteur. Donc, prenez le link tout de suite et sauvez-le. Et autrement, sur mon website, vous allez aussi retrouver le guide de l'acheteur. Mais voilà, je vous propose donc de saisir un petit peu ces informations maintenant. Et s'il y a des questions, eh bien, c'est le moment. Voilà, encore merci de m'écouter. Voilà, donc vous connaissez le système, hein, très souvent. À la fin des webinaires, on met des QR codes pour que vous puissiez rentrer en contact avec nos experts. Donc, n'hésitez pas à scanner le guide de Marc à gauche, qui est très complet, puisqu'il a listé tout un tas de bonnes adresses, de partenaires et voilà, de toutes les choses qu'il faut savoir. Et puis à droite, vous avez son site et ses contacts. On va couper le partage d'écran bientôt, donc n'hésitez pas à le prendre en photo maintenant. C'est fait. Si jamais il y a besoin, on pourra le réafficher. On a Thierry qui avait une question. Alors, Thierry. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Ouais. J'ai une question pour Marc.
Bon, j'ai passé 15 ans dans la Silicon Valley, je suis américain. Bon, mais j'ai toujours rêvé d'habiter pas à San Francisco, justement, à Los Angeles. Donc, bon, c'était un rêve. Mais je trouve que la situation, quand même, s'est énormément dégradée depuis quelques années. Et donc, je voudrais un peu connaître vos arguments par rapport à une alternative européenne. Je ne connais pas Manhattan Beach, hein, je connais très bien Venice, Santa Monica, Bel Air que vous n'avez pas mentionné, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, Beverly Hills, mais je ne connais pas Manhattan. Mais donc, vous avez cité des prix extrêmement élevés pour Manhattan Beach, hein, je connais la réputation, je savais que c'était cher, mais pas à ce point-là. Donc, ma question, c'est, si je compare donc, une maison à Manhattan Beach à 3 millions de dollars, d'accord, avec le taux de change actuel, je peux m'acheter une maison à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Bon, je ne suis pas sûr que vous connaissiez, parce que vous avez quitté la France. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas. Bon, je répète, j'adore Los Angeles, mais je ne vois plus l'intérêt financier du tout d'acheter une maison à Manhattan Beach par rapport à Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui est beaucoup plus sûr, qui est infiniment moins cher. Parce que, bon, ce qu'il faut dire, hein, je vais le dire aux gens qui ne connaissent pas les États-Unis, les impôts locaux sont horriblement chers. Hein. Je pense que c'est 1% au moins ou 1,1%. Donc, si vous avez une maison à 3 millions, c'est plus de 30 000 dollars par an, rien que d'impôts locaux. Hein, 30 000 dollars. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est le 10e, quoi. C'est à peu près 3 000 euros. Et en plus, il y a le problème des écoles, parce que vous citiez le LASD, Los Angeles School District. Bon, moi, dans la Silicon Valley, j'avais une entreprise qui s'occupait d'éducatif. Et donc, il faut savoir que la qualité des écoles publiques est nulle. Hein. Donc, il faut, comme vous le disiez, Marc, il faut absolument acheter votre maison à côté d'écoles privées bien cotées. Donc, le problème, c'est que ça a un coût très élevé, c'est-à-dire que c'est au moins 20 000 dollars par enfant par an. Donc, quel est l'intérêt pour moi par rapport à Saint-Jean-Cap-Ferrat, où vous avez des bonnes écoles pas chères, des impôts locaux extrêmement bon marché, et où il n'y a pas il y a de la délinquance, hein, je suis d'accord, mais pas au niveau de ce qui se passe à LA. Quel est l'intérêt pour moi d'acheter dans un endroit comme Manhattan Beach par rapport à Saint-Jean-Cap-Ferrat? Ben, écoutez, Thierry, merci de votre question. Très bonne question. Je vais être franc avec vous. Difficile à répondre parce que là, on est en train de parler des goûts et des couleurs. Voilà. La France, le midi, j'étais à Antibes cet été. J'adore le sud, le midi de la France. C'est extraordinaire. Enfin bon, on ne va pas parler des qualités justement de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je peux vraiment parler que ce que je connais ici. Quand on parle, je vous ai parlé des problèmes qu'on a aujourd'hui à Santa Monica et à Venise, qui sont deux communautés très impactées avec les sans-abri. Ce n'est pas le cas dans South Bay, absolument pas. Vous vous rendez même pas compte. Donc, toutes les communautés sont gérées différemment. Et si vous prenez 3 millions de dollars aujourd'hui, on met à Manhattan Beach, effectivement, ces 3 millions, je peux les bouger. Je peux les mettre à Malibu, qui est une communauté super sympa en bord de mer. Pour 3 millions, je vais avoir une super baraque aussi. Un peu l'équivalent de Saint-Jean-de-Cap-Ferrat. Et aussi une très bonne school district, parce que Santa Monica et Malibu Unified sont c'est le même système scolaire. Je prends mes 3 millions, je vais maintenant à Bel Air. On m'a parlé de Bel Air tout à l'heure. Il y a deux côtés de Bel Air. Il y a un Bel Air avec des propriétés extraordinaires, des trucs énormes qui valent des fortunes, mais il y a aussi un Bel Air un peu plus modeste où vous pouvez trouver justement des maisons dans les 3 millions qui sont sublimes. Chaque quartier a ses caractéristiques, chaque quartier a une valeur différente. Par exemple, Santa Monica, encore une fois, la maison de 3 millions à Manhattan Beach sera une maison plus grande que celle de Santa Monica. On a un quartier très cher, Santa Monica. Le prix moyen d'une belle baraque au nord de Montana, entre Montana et Wilshire, c'est des 5 millions de dollars. Donc, ce que je veux dire, Thierry, maintenant, pourquoi Los Angeles et pourquoi pas Saint-Jean-Cap-Ferrat? Tout dépend quelle est votre profession. Les gens viennent à Los Angeles parce que c'est leur boulot, parce qu'ils veulent avoir l'expérience du American Dream. Il faut savoir que géographiquement, c'est aussi une ville qui est vachement bien placée. Le temps est extraordinaire toute l'année. On n'a pas l'hiver comme il y a dans le Midi. Vous êtes à 2 heures en voiture du désert de Palm Springs. Vous passez d'une autre côté sur une passe. Et là, s'il fait, disons,
18 degrés en hiver ou 20 degrés à Los Angeles, il va faire 30 degrés à Palm Springs. Donc, sans changer le fuseau horaire, en voiture, vous changez complètement de température. Vous êtes aussi à 1h30 de voiture de Big Bear, vous pouvez faire du ski. Là d'où je suis maintenant sur bord de mer sur cette photo, je suis à 10 minutes, je suis dans les collines de Santa Monica à faire des promenades extraordinaires. On a vraiment beaucoup d'atouts géographiques que Saint-Jean-de-Cap-Ferrat probablement n'a pas. Donc voilà, c'est différent. C'est différent. Chaque ville a ses caractéristiques, a ses atouts. Mais je suis content que vous ayez eu cette expérience en tout cas à San Francisco et que vous ayez déjà une bonne connaissance de ce qui se passe ici. Ben, voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je continue la question si vous voulez. Est-ce que c'est vraiment c'est une question personnelle, vraiment, on ne peut pas l'unifier pour tout le monde. Parfait. On avait une question de Jean-Marc sur Facebook qui nous demandait combien de temps on met pour… Combien de temps on met pour quoi? Ah, pardon. Je t'entendais en double. Désolé. J'ai cru que tu parlais. Combien de temps on met pour closer un achat aujourd'hui en Californie? OK, donc le standard, c'est 30 jours. À partir du moment où vous faites une offre et que l'offre est acceptée par le vendeur, vous avez 30 jours pour fermer l'achat. Vous avez 3 jours pour faire le dépôt de vos armes, qui sont 3% de la valeur de la maison. Et ensuite, vous avez 17 jours pour faire les inspections de la maison. Et ensuite, il y a 2 autres contingencies. Une, c'est la valorisation de la maison qui est faite par la banque. Ils ont aussi 17 jours pour le faire. Et la fameuse loan contingency, c'est-à-dire la contingency du prêt bancaire, qui, celle-là, est à 21 jours. Donc, 17 jours aussi. Donc, tout ça, c'est assez rapide. Voilà. Ça peut se faire un peu plus rapidement. Si c'est cash, ça peut se faire une semaine, 10 jours. Et parfois, les escrocs, la duration de l'escroc, donc du contrat, ça peut durer 45 jours suivant les conditions. Mais 30 jours, c'est la moyenne. Parfait. On a des questions sur Facebook pour les gens qui sont sur Zoom. Arnaud, Béatrice, Florence, François, Gérard et les autres. N'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A et comme ça, on pourra répondre. Alors, tac. Est-ce que tu peux réexpliquer les frais de l'acheteur? Parce que tu as expliqué les frais du vendeur. Quels sont les frais de l'acheteur? 0. L'acheteur ici n'est responsable d'aucune obligation vis-à-vis de son agent. Son agent ne sera payé que quand le contrat sera fini par le vendeur. Voilà. Maintenant, quels sont les frais dans une transaction? Les frais, il y a des frais si vous faites un prêt bancaire, il y a des coûts. Il y a aussi des coûts de ce qu'on appelle la fermeture du contrat. Alors, chacun est responsable de payer certains frais. Il y a des frais, donc la compagnie d'escroc, donc le notaire. Et en général, c'est $1 à $1,20 par $1,000. Et ça, ce sont des coûts partagés entre le vendeur et l'acheteur. Il y a aussi les coûts du titre, c'est-à-dire la manière dont la maison va changer de titre pour être à votre nom. Ce qu'on appelle ça le title company. Ça aussi, c'est $1 pour $1,000 et quelques petits faux frais d'escroc. Voilà. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, une maison d'1 million de dollars, vos faux frais pour clôture l'achat, grosso modo, dans les $25,000. Parfait. Bon, je crois qu'on a fait le tour des questions. Muriel qui avait une question. Alors, on va écouter Muriel. Muriel, je vous ai donné la parole. Oui. On vous entend. Bonjour. Bonjour Muriel. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Je voulais savoir au niveau de la durée, combien de temps ça prend lorsqu'on fait un investissement donc chez vous en fait, lorsque vous faites un investissement. Par rapport à la France, par exemple, quand vous faites au niveau du financement, ça prend en général
on va dire 2 ou 3 mois en fonction de l'investissement que vous faites. Mais à Los Angeles, comment ça se passe? Est-ce que c'est beaucoup plus long ou pas? Écoutez, alors vis-à-vis des banques, pour obtenir le financement, c'est assez rapide. C'est assez rapide parce que vous allez déjà faire avant de faire la chasse à la maison, alors de commencer à faire des offres, c'est ce que vous allez devoir sécuriser. C'est ce que je demande à mes clients. On ne fait pas ça à l'envers. Donc, vous êtes en contact, disons, avec 3 ou 4 banques. J'en recommande 3. Vous pouvez les mettre en compétition. Ils vont tous faire des efforts, croyez-moi. Ça, c'est un processus qui dure à peu près une semaine. Puis ils vont vous demander des tas justificatifs. Si vous êtes américain, il va falloir que vous donniez ce qu'on appelle vos feuilles d'impôt, c'est ça, les retours, les tax returns. Si vous n'en avez pas, vous allez montrer vos copies de vos comptes bancaires sur les 3 derniers mois. Enfin, ils vous demandez des tas de choses. Et surtout, si vous travaillez pour vous-même, à vos propres comptes, donc les comptes de société, la preuve que c'est bien votre société, etc., etc. Tout ça, c'est un petit moment, mais une fois qu'ils ont tout, paf, ils vous disent exactement combien on peut vous prêter, à quel taux, ensuite ils peuvent vos achats. Et là, je vous ai déjà parlé de ce qui se passe. À partir du moment où vous mettez une offre, 30 jours, vous êtes propriétaire de votre maison. Un petit détail, je n'ai pas parlé tout à l'heure, je vais rajouter maintenant, c'est que Los Angeles, c'est une ville qui est très plate et très horizontale. Et ici, les gens, en général, achètent des maisons. Donc, il y a bien sûr un marché d'appartements et aussi ce qu'on appelle de townhouse. Un townhouse, ce sont des maisons qui ont des murs communs. En général, 3, 4, 5 propriétés qui sont sur un terrain, donc ils se touchent. La propriété de devant, derrière, eux, ayant 3 murs. Mais les autres ont juste 2 murs. Et ça, évidemment, c'est des prix beaucoup plus abordables que des maisons générales. Mais la maison aura toujours plus d'appréciation, puisque c'est à la fin de la journée un terrain qui vous appartient. Parfait. On a une question de Béatrice. Ventura County, quelle est ton opinion, Marc? Pardon? Ventura County, quelle est ton opinion? Mon opinion, Ventura County, voilà, maintenant on sort de la région où je suis spécialisé, parce qu'on remonte la côte, nous allons vers Santa Barbara. Ventura County, c'est entre LA et Santa Barbara. Il y a avec les communautés de Oxnard, Camarillo. Ce sont des endroits qui sont en développement, mais aussi ce sont des communautés qui sont très impactées par la communauté agricole. Ce sont des énormes sites d'agriculture, ainsi que militaires, parce qu'on a des bases militaires. Jeunes. Et j'ai quelques amis qui d'ailleurs cherchent des maisons là-bas, parce qu'on les trouve à des très bons marchés. Les communautés, c'est sympa. J'ai pas trop d'opinion, mais n'y vivant pas, j'y passe souvent. Enfin, je m'y arrête de temps en temps, mais je n'ai pas vraiment l'expertise pour vous en dire plus que ce que je viens de dire. Tu peux référer si jamais besoin. Tout à fait, voilà. On est aussi dans le métier, on est tous associés avec des amis. Je connais des tas de brokers là-bas, très bien. Et si vous avez besoin d'une introduction, je serais ravi de le faire. Parfait. On a François qui demande si dans ton réseau, tu aurais quelqu'un qui est spécialisé dans les bails commerciaux, les baux commerciaux, restaurants à Los Angeles. Tout à fait. Et ça, c'est important parce qu'encore une fois, moi, quand on me demande tout ce qui est commercial, je recommande toujours des gens dont je suis sûr d'eux. D'ailleurs, je recommandais, pour ton info, on a un ami francophone qui vient d'ouvrir un restaurant qui marche du feu de Dieu depuis son ouverture il y a un mois, qui s'appelle Loulou. Loulou, c'est tout en haut du Santa Monica Place. C'est vraiment un grand succès. Et il a eu ce beau grâce à un ami à moi que j'aime beaucoup, qui fait un boulot absolument dingue et qui a fait une très bonne affaire pour lui. Donc, ouais, encore une fois, c'est des choses, vous êtes obligé de passer à travers les professionnels. Et les agents commerciaux, c'est complètement différent du résidentiel et vice-versa. Mais je serais ravi de vous introduire. Magnifique. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vérifie sur Facebook, je crois qu'on est bon. Pour tous ceux qui se sont connectés un petit peu en retard ou qui découvrent le webinaire en replay, sachez qu'il sera toujours disponible à la fois sur le Facebook de French Morning, YouTube, LinkedIn. Et si jamais vous avez besoin d'y avoir accès à nouveau, voilà, donc il y a pas mal de gens qui te remercient dans le chat. Merci à vous de nous avoir suivis. Et comme vous le savez, donc là, c'est la rentrée. Les webinaires de French Morning ont repris.
Donc, c'est un rendez-vous qu'on vous donne tous les mardis, midi côte Est, 9 h du matin, côte Ouest des États-Unis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour voir les prochains. On parlera assurance santé mardi prochain. Un autre sujet incontournable pour les gens qui arrivent aux États-Unis et un autre sujet qui risque souvent de coûter cher. Marc, merci de venir régulièrement nous informer sur l'état du marché à Los Angeles. Je pense qu'on fera un petit point d'ici un trimestre. Donc, gardez un œil sur les newsletters. Bonne journée pour la côte Ouest et bon après-midi pour la côte Est et bonne soirée si vous êtes en France. À bientôt sur French Morning. Au revoir. Merci Romain. Salut tout le monde. Au revoir.